avec Ismen du coup aujourd'hui, qui parle quand même souvent de littérature, de livres, de bibliothèques, de bibliothécaires célèbres ou non. Et du coup je me posais une question, Ismen, qu'est-ce que tu nous as prévu pour aujourd'hui? Eh ben, justement, l'histoire d'une bibliothèque et d'une bibliothécaire Oh, aux origines mystérieuses. ah, on a Oh. hâte. Eh ben vas-y, la Aux parole est origines toute trouvée. familiales mystérieuses, donc ça colle très bien pour faire la translation avec ce que tu viens de Eh dire. ben C'est parfait. génial. Je vous amène aujourd'hui à New York, Manhattan, Madison Avenue, où se trouve la Morgan Library. Originellement appelée Pierpont Morgan Library, à sa création, elle est devenue la Morgan Library and Museum. Ok. Elle est composée de 3 bâtiments qui ont été construits entre 1852 et 1928, plus un 4e dont la construction a été achevée en avril 2006. Ok, ça a l'air joli. Ah oui, c'est une très belle Waouh. bâtisse Ah ouais. qui a été commanditée par le milliardaire et homme d'affaires John Pierpont Morgan, né en 1837 et mort en 1913, qui a fait fortune dans l'acier, les chemins de fer et la navigation. Il était entre autres propriétaire du Titanic qui a sombré en 1912. Pour petit rappel, parce qu'il va y avoir des chroniques sur le Titanic, enfin je sais pas dans quel ordre elles vont passer. Ah oui, bah ça, c'est entre les mains de Jules, qu'on salue d'ailleurs au passage, qui, vous l'a déjà teasé l'année dernière, prévoit quelques petites choses du coup sur le Titanic. Mais bah écoutez, on verra à ce moment-là, vous regarderez dans la description s'il y a quelque chose, c'est qu'il y a eu quelque chose. Voilà. Comme beaucoup d'hommes riches, il est désireux, pour étaler sa puissance, de réunir une collection incomparable d'objets et de livres d'art. La collection en tout compte 350 000 pièces, des dessins, des estampes, des manuscrits du Moyen-Âge et de la Renaissance. On a par exemple des incunables, c'est-à-dire parmi les tout premiers livres imprimés, 3 exemplaires de la Bible de Gutenberg, qui date de 1455. Ah oui, quand même. Des manuscrits de partitions de Mozart, Beethoven et Brahms, des lettres illustrées de Van Gogh, le manuscrit original d'Eugénie Grandet de Balzac, le manuscrit original du Petit Prince de Saint-Exupéry, c'est pas mal, hein. Une collection de sceaux du Proche-Orient, dont certains datent de 3500 avant Jésus-Christ. Les évangiles de Lindo, qui sont des livres religieux qui datent du 9e siècle, qui font partie des chefs-d'œuvre de l'art insulaire irlandais, comme le livre de Kells. J'ai fait précédemment une chronique sur le livre de Kells que je vous invite à découvrir. Voilà. Et oui, allez voir, c'était chouette. Où je parle plus longuement de l'art insulaire irlandais. Mais ce n'est pas John Pierpont Morgan qui a rassemblé toutes ces collections, ce sont ses bibliothécaires personnels, qui durant des années ont couru les ventes aux enchères d'Amérique et d'Europe pour acquérir tous ces précieux trésors. Sa bibliothécaire personnelle, celle qui a été le plus connue et qui a travaillé le plus longtemps dans sa bibliothèque, s'appelle Belle d'Acosta Green. Elle est née en 1883 dans une famille de nobles d'origine portugaise, exilée aux États-Unis. Ouais. Elle a fait des études de bibliothécaire, donc elle vivait en compagnie de sa mère veuve et de ses 4 frères et sœurs. En 1901, elle a commencé à travailler comme bibliothécaire à la bibliothèque universitaire de Princeton, où elle a rencontré Junius Morgan, un des neveux de John Pierpont Morgan, qui l'a introduit auprès de son oncle, et elle a commencé à travailler à son service en 1905. A priori, c'est une success story, mais ce que je viens de vous raconter sur elle est faux, en fait. Ah ouais? Eh oui. Ok. Oui, c'est inattendu. Parce que elle n'est pas du tout d'origine portugaise, en fait. Ok. Elle n'est pas née non plus en 1883, mais en 1879. D'accord. Et elle ne s'appelle pas d'Acosta Green. Elle s'appelle en réalité, dans son nom de famille, Belle Marion Greener. Et elle n'est pas d'origine portugaise, mais afro-américaine. Ok. Ah oui. Ah oui, donc rien à voir. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le pourquoi de ce mensonge, c'est que vous n'ignorez pas qu'à l'époque, la ségrégation régnait aux États-Unis. Donc, la ségrégation on frappait toute personne ayant des ancêtres noirs. Donc, il y avait une importante population métisse sur diverses générations, dont certaines personnes qui avaient la peau très claire et qui, à la fin de la guerre de sécession, donc, tous les anciens esclaves se sont vus octroyer des droits, des mêmes droits a priori que les autres citoyens, jusqu'à ce que les lois Jim Crow, en 1877, mettent fin à ces droits et instaurent la ségrégation. Voilà. Donc, pour les personnes qui étaient diverses d'origine et qui pouvaient passer pour blancs, ça pouvait être une opportunité d'essayer de passer de l'autre côté. Voilà, c'est ce qu'on appelle le passing. Et je vais pas en parler parce que je suis pas spécialiste, donc je ne veux pas... Bien sûr. Je ne veux pas empiéter sur le travail d'autres personnes, donc lisez des historiens comme Sylviane Larcher si ça vous intéresse. Voilà, mais je laisse la parole aux spécialistes et je reviens à mon sujet.
Donc, la mère de Belgreen n'est pas du tout veuve non plus, parce que son mari, en fait, est Richard Theodor Griner, un avocat et célèbre activiste de couleur, qui milite activement pour les droits des personnes de couleur en tant que noires, justement. Ok. Sa mère est Geneviève Flitz, issue d'une très respectable famille qui a été institutrice et directrice d'école. Donc ses parents vont se séparer. En fait, la mère décide de passer pour blanche avec ses enfants et de ne plus suivre les buts de son mari, quoi, parce qu'elle en a marre d'essayer de lutter contre des moulins à vent et essaye de ruser plutôt pour se faire sa place dans la société. Deux conceptions différentes de la lutte, voilà. Donc, je ne suis pas là pour dire ce qui est respectable ou non, hein. Chacun fait ce qu'il peut dans une situation de discrimination. Bien sûr, bien sûr. Toujours est-il que l'intégration de Belgreen est un succès. Elle a été non seulement au service de John Pierpont Morgan, mais de son fils, qu'à la mort de son père en 1913. Et elle va initier l'idée de faire de cette collection privée une bibliothèque publique. Ce sera fait en 1924, donc la bibliothèque qui est juste ici était jalousement gardée par la famille, est juste ouverte aux invités, donc pour les voir s'esbaudir sur toutes ces belles pièces et richesses. Et là, donc, elle est ouverte à tous les publics depuis 1924. Et Belgreen a été sa directrice jusqu'en 1948. D'accord, ok. Elle est décédée en 1950 ensuite. C'est une success story, comme on dirait, mais qui a été payée au prix de toute une vie de mensonges, en fait, puisque voilà, les véritables origines de Belgreen n'ont été révélées que longtemps après sa mort. Eh oui. Mais Elle pas... n'a jamais voulu en parler aussi, parce que ce secret a été marqué par une tragédie. Ah, Oui, parce qu'en fait, Belgreen ne s'est jamais mariée. C'était une femme du monde, elle avait eu de nombreux prétendants et amants, dont le critique d'art Bernard Berenson. Mais elle est restée toute sa vie dévouée à son travail et son employeur prioritairement. Bon, je dirais même un peu esclave parce qu'elle était du temps de John Pierpont Morgan Senior, taillable et corvéable à merci, même si elle était très bien payée et qu'elle offrait un train de vie fastueux à sa famille. ouais. Elle a adopté en fait un des enfants de sa sœur, son fils aîné, parce que elle s'est retrouvée veuve de guerre en fait et elle n'avait pas la possibilité de s'en occuper. Et ce jeune homme donc s'est suicidé en fait à 24 ans en apprenant ses origines noires. C'est horrible. En fait, il l'a appris de manière un peu brutale en plus, puisque c'était la fille avec laquelle il s'est fiancé, dont la famille avait visiblement fait une enquête. Et quand ils ont appris ça, elle lui a envoyé une lettre injurieuse en lui disant qu'il n'était pas question qu'il répande son sang noir chez eux, voilà, Oh là là. qu'il méritait d'être émasculé et autres horreurs. Donc, Eh ben, putain. Mais c'est horrible. eh bah oui, on ne plaisante pas avec la pureté raciale. Bon, c'était en 42 et rappelez-vous qu'en Europe, à l'époque, on brûlait des gens pour des questions de pureté raciale, voilà, donc Ouais, je vois. on n'a pas non plus trop de leçons à donner non plus. Non, bien sûr, oui. Voilà. Waouh. Eh ben. Donc c'est une histoire à la fois de succès et de tragédie, comme j'ai dit. Eh oui, effectivement, ouais. Mais du coup, alors comment on a fini par connaître ses origines? Alors, comment est-ce que le public sait ses origines? Ben ça a fuité parce que diverses personnes étaient au courant. En fait, on a fini par avoir accès à ses papiers, à retrouver, à faire le lien avec son père aussi, qui lui ne s'est jamais renié. Bon, il a eu un parcours assez exceptionnel lui aussi, parce qu'après avoir abandonné sa famille, il est parti au Japon comme diplomate. Il y a fondé une autre famille d'ailleurs. Puis il est revenu aux États-Unis. Ok. Et il a continué sans trop de succès ses activités puisque en fait, bien qu'il il est toujours resté un ennemi du peuple, voilà, qui n'a jamais, il a payé son engagement de son confort de vie, quoi. Eh ben, vache. En fait, on a peut-être même des preuves que John Pierpont Morgan était au courant de ses origines, parce que une des professeurs de Belgreen l'avait découvert, mais il a dû faire semblant de ne pas voir, ou enfin, voilà. Donc beaucoup de gens savaient, mais se taisaient, parce que bon, c'est toujours... Pour le côté infamant d'une certaine manière, j'imagine, les gens préfèrent ne rien dire. Voilà, donc c'est comme les histoires, tous les cadavres dans le placard de certaines familles riches, parce qu'il y en avait sûrement, ou pauvres, hein, il y en avait sûrement dans la famille des Pierpont Morgan, parce qu'il y a eu des différentes ruptures, par exemple entre Linus Morgan et son oncle, qu'on n'a jamais pu expliquer non plus, donc va savoir ce qui s'est passé. Ouais. Il y a peut-être, voilà. Et là, en l'occurrence aussi, Belgreen était un personnage public important, donc personne n'avait trop envie de lui chercher des ennuis non plus. Ok, je vois. Et du coup, elle est devenue quoi, cette dame, alors?
Ben, je t'ai dit, elle est morte en 1950 après avoir Ouais. servi comme directrice de la Morgan Library, voilà, jusqu'en 1948 pendant 24 ans, donc depuis, enfin directrice en temps, mais elle y a passé toute sa vie dans cette Mais bibliothèque, c'était son œuvre. du coup, quand c'est sorti, ça a fait genre un grand bruit ou c'est resté qu'on appelle ça, c'est un truc de niche. En fait, comme je t'ai dit, c'était déjà su plus ou moins, mais c'est plus depuis ces dernières années qu'il y a des travaux sur sa personnalité qui sortent. Par Ok, exemple, bon, il y a la romancière Alexandra Lapierre qui a sorti une biographie d'elle en 2021 qui s'appelle Belle Green. d'accord. Vous pouvez la lire, c'est très intéressant, je vous la conseille, hein, c'est très documenté. Il y a d'autres Ouais, chercheurs américains qui ont écrit sur le sujet aussi. ouais. Ça s'est développé donc après la fin de la ségrégation en 1964 et parce que avec le développement de la bibliothèque aussi, puisque la Morgan Library est devenue une institution publique Et oui. maintenant incontournable, voilà, donc elle a su évoluer aussi. Donc vous pouvez aller voir sur le site de la Morgan Library d'ailleurs, il y a une biographie de Belle Green, il y a son buste qui est exposé dans la bibliothèque aussi, donc il y a beaucoup de ses travaux et documents qui sont conservés, Ok, ainsi qu'une partie de sa correspondance qui n'est pas encore entrée dans le domaine public mais qui va voilà, être ouverte en 2024, l'année prochaine donc. ok. Donc encore beaucoup de choses qui restent en suspens, plus des archives, etc. etc. Voilà. D'accord, ah oui, ça fait beaucoup du coup. Ok. C'est super Bah, intéressant. carrément, ouais, c'est carrément super intéressant. Et du coup, en plus, je suis sur le site, là, je viens de voir le buste, et je regarde un petit peu les expositions à venir, et je vois qu'ils ont une exposition Béatrix Potter qui va arriver à partir du Béatrix Potter. 23 février au 9 juin 2024, et j'adore Béatrix Potter. Qui est-ce du coup pour les gens qui ne connaîtraient pas comme Alors, moi-même? Béatrix Alors, Potter est l'auteur et illustratrice de livres pour enfants, quoique même si aujourd'hui on continue quand même à les lire en étant adulte. C'est elle qui a illustré Les Petits Lapins. Peter Rabbit. Ok, C'est ça. Ces livres ont été adaptés en dessin animé aussi. Oui, ouais, c'est vrai. ok. J'ai vu qu'il y avait eu un film aussi Sur sa vie. un peu biographique. Je sais pas trop ce que ça donne comme film. Je l'ai pas vu. Non, mais en fait, elle n'a pas eu une vie très. Enfin, elle, au départ, j'avais lu des choses sur Béatrix Potter, c'est intéressant parce qu'elle voulait faire des études de biologie, mais comme en tant que femme, elle ne le pouvait pas, ce n'était pas permis. Elle s'est tournée vers le dessin d'art et elle a commencé parce qu'elle voulait être biologiste, donc étudier les animaux et elle s'est lancée dans la peinture animalière à la place. Ok. Voilà, en consignant ses dessins d'animaux dans ses carnets, en faisant carrière dans dans l'illustration de livres pour la jeunesse, C'est chouette. dont les héros sont des animaux. Voilà. Après, ils se reconnaissent entre mille, hein. Si vous allez regarder sur internet, vous mettez Béatrix Potter, vous verrez tout de suite sa patte. Ok, Sans faire ça de marche. mauvais jeu de mots par ailleurs. Mais, voilà. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.